Eh bien, bonsoir à tous. Voici le deuxième temps de notre thème annuel vers une nouvelle éthique. Je vous rappelle que ce thème vise en fait à trouver ou à mettre en évidence quelles sont les grandes idées, quels sont les principes, quelles sont peut-être les attitudes, les pratiques que nous pourrions encourager, parce qu'elles ne sont pas forcément nouvelles, nous les connaissons pour la plupart, mais nous pourrions justement peut-être mieux les connaître, mieux les développer, de manière à ce que si chacun d'entre nous, nous pouvons les relayer dans notre quotidien, peut-être que finalement ce serait des bases pour une nouvelle éthique, un peu plus tôt que dans quelques dizaines d'années. Donc ce serait intéressant finalement d'accélérer les choses en les vivant nous-mêmes. Donc c'est ce que nous recherchons. La fois dernière, nous avons déjà recherché et mis en évidence deux idées. La première, c'était que c'était intéressant de penser l'évolution du monde, l'évolution de l'humanité, en termes vibratoires. On a mis en évidence que évoluer, c'est hisser le niveau de la vibration. Bon, ça c'était donc première idée. Et la deuxième idée qui allait avec, c'était que finalement, chaque fois que nous cherchions à hisser le niveau vibratoire, nous changions dans notre quotidien. Il y avait vraiment donc d'autres vécus qui se passaient, mais souvent qui ne tenaient pas. Ça veut dire qu'on cherchait à changer, on montait la vibration, et puis ça redescendait, puis finalement ça retombait à zéro. Nous avons vu que pour ça, il fallait mettre en place un rythme de vie. Et qu'un rythme de vie nous obligeait finalement à avoir un rituel. Et que c'est seulement lorsque une habitude de fonctionnement se mettait en place, qu'on appelle un rite ou un rituel, que ça devenait complètement intégré, qu'on pouvait dire à ce moment-là, ça y est, là le changement il est fait. Mais tant que finalement on mettait en place un changement vibratoire, mais que ce changement vibratoire n'intégrait pas le niveau de l'habitude, eh bien, ça avait tendance à repartir, et c'est comme finalement, pour un certain temps, comme si rien ne s'était passé. Donc, on avait mis vraiment en évidence l'importance d'arriver donc à avoir des rituels dans notre vie, de mettre en place des choses, aussi bien pour nous qu'au niveau de la société, donc à tous les niveaux. C'est ce qui permet d'intégrer. Aujourd'hui, nous allons donc continuer sur l'idée de l'évolution. Où est-ce qu'on en est quand on définit l'évolution ? Quand on parle d'évolution, quand on parle de nouvelle créativité, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons maintenant amener comme nouvelle créativité? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on va à partir de là? Bien. Il y a plusieurs façons de raconter l'histoire humaine, l'histoire de l'évolution. Il y en a deux en particulier. La première, c'est de raconter l'histoire à partir du monde des formes. Et de dire, voilà, en regardant l'histoire du monde, en regardant comment les formes évoluent, qu'est-ce qui se passe, on peut dire que ça évolue de telle ou telle manière. Et puis, il y a une autre manière, qui est celle qui est plutôt la nôtre, c'est de raconter l'histoire du point de vue de la conscience, l'évolution de la conscience, comment ça marche à partir de là. Et c'est vrai qu'en voyant les choses du point de vue de la conscience, il y a énormément d'éléments qui sont beaucoup plus clairs que lorsque l'on voit simplement donc, les faits. Essayons de voir ça un petit peu plus en détail. Lorsque on raconte l'histoire de la conscience, c'est intéressant de voir qu'il y a une courbe que vous connaissez bien, puisque nous la voyons très très souvent, et qui met en évidence cette évolution de conscience. En fait, on part d'un point, tel qu'on peut l'imaginer donc dans l'humanité, qu'on pourrait appeler un point d'interdépendance instinctive, dans laquelle l'humanité vit complètement dans une globalité naturelle, un peu comme les animaux, les végétaux, les minéraux. On trouve ça effectivement dans l'humanité il y a très 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 longtemps, où finalement c'est une espèce d'évidence. On trouve d'ailleurs généralement ces gens avec une sagesse extraordinaire. Ils font partie de la nature, ils sont dans la globalité, ils ne détruisent rien, ils ne changent pas du tout à remettre tout en question comme ça. Mais non, voilà, c'est tout à fait naturel, une interdépendance naturelle. Ils se pensent comme faisant partie de la nature même. Bon. On démarre tous à ce point-là. Et puis on va descendre progressivement, donc on va faire une courbe comme ça. On va passer par un stade qu'on appelle le stade de l'individualité, qui est un stade extrêmement important parce que c'est ce qui permet de sortir de cette interdépendance instinctive, mais dans laquelle les gens ne savent pas qui ils sont particulièrement. Et donc le fait de se spécifier, de s'individualiser, de pouvoir dire « moi », ce que je suis très exactement, est un point extrêmement important. Mais voyez, du point de vue de l'interdépendance, ma courbe est dégringole parce que alors là, on ne se sent pas du tout interdépendant. On se sent individu et on se sent parfaitement indépendant. Et alors, totalement indépendant de la nature. J'agis sur la nature, mais je n'en fais pas spécifiquement partie et je ne m'en occupe pas.
C'est là où on en est actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que la courbe, elle remonte. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient craindre en disant mais là c'est peut-être la fin de l'histoire et la fin du monde, c'est que finalement on va revenir vers une interdépendance, mais cette fois-ci parfaitement consciente, en sachant comment on est interdépendant avec tout, et avec quoi, et comment on interagit. Une véritable conscience globale, et que je préfère souvent appeler l'inter-indépendance. Parce que ce sont des êtres qui ont acquis l'individualité, qui ont acquis l'indépendance, et qui en toute conscience élargie, en toute conscience globale, dit mais il faut absolument qu'ensemble nous allions plus loin, qu'ensemble nous allions vers une globalité, qu'ensemble nous allions vers l'unité. Mais c'est plus instinctif, c'est complètement réfléchi, pensé et complètement conscient. Comment est-ce qu'on sait que l'humanité va suivre ce processus et qu'on va véritablement revenir dans cette conscience unitaire ici, qui serait un petit peu justement le but de l'humanité? Comment est-ce qu'on peut dire, être sûr que, étant là actuellement, on est en train de remonter? Mais tout simplement parce qu'il y a des tas de précurseurs. Depuis que nous connaissons l'humanité, depuis la plus haute antiquité, chaque fois qu'il y a eu des sages, chaque fois qu'il y a eu des grands philosophes, chaque fois qu'il y a eu des grands scientifiques, chaque fois qu'il y a eu des grands maîtres, chaque fois qu'il y a eu des gens qui ont pensé, ils nous disent tous exactement la même chose. Une fois qu'on quitte l'indépendance, l'individualité, on prend de plus en plus conscience de l'unité de l'ensemble, de l'unité du tout, de l'unité avec l'âme, de tout ce que nous sommes, et que finalement la sagesse et la véritable maîtrise, c'est d'arriver à vivre de ce point de vue-là. Donc, voilà quelle est l'histoire de la conscience humaine. Nous passons d'un tout complètement instinctif à une individualité, à une indépendance qui nous sépare de tout, et progressivement, nous allons retrouver cette unité, mais en toute connaissance de cause. Pour essayer de préciser un petit peu plus l'histoire, je voudrais la diviser en trois, qui va commencer, vous voyez, à nous faire discerner bien des choses dans ce que nous vivons actuellement. On pourrait dire d'abord qu'il y a un grand moment pendant lequel donc on va descendre comme ceci, vers cette conscience d'indépendance, vous voyez, avec, on pourrait dire, une espèce de décroissance. Voilà, comme ceci. Donc, plus on descend, on pourrait dire, moins on est dans cet instinct d'interdépendance, plus on s'individualise. Bon. De la même manière, de l'autre côté, je pourrais montrer qu'il va y avoir également donc, une courbe comme ceci. Voilà. Et que là aussi, finalement, plus on va remonter, et plus on va être dans cette conscience d'unité consciente. Voilà, les deux aspects. Et puis entre les deux, nous avons un grand moment de conscience importante qui est cette conscience individuelle et indépendante. Et qui prend finalement tout le bas de la courbe comme ceci. Voilà comment je dessine cette courbe, vous voyez, avec trois zones qui sont très intéressantes à voir parce que finalement ces trois zones correspondent bien à trois grandes catégories de conscience telles qu'on les vit en ce moment dans l'humanité. Naturellement, on pourrait faire beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil avec des sous-catégories, mais ça nous entraînerait beaucoup trop loin pour ce soir. Voyons simplement ces trois zones. Cette première zone dite de conscience, donc d'interdépendance instinctive, on l'appelle aussi la conscience de dépendance. Parce que les gens qui sont là n'ont pas du tout encore développé le mental, il n'y a pas eu de scolarisation, ils ne pensent pas par eux-mêmes et ils dépendent complètement de la culture dans laquelle ils sont nés. Ils dépendent de la tribu, ils dépendent de la famille, ils dépendent de la religion, ils dépendent des coutumes, ils dépendent des coutumes ancestrales, ils dépendent du passé. Et pour eux, leur présent consiste continuellement à réactualiser le passé. Ils cherchent toujours à ce que les valeurs du passé, comment on faisait avant, comment nos ancêtres faisaient avant, comment on a toujours fait, à ce que ces valeurs soient toujours là, présentes, ici. Dans le deuxième temps, finalement, on va avoir quelque chose de tout à fait différent. Dans ce deuxième temps, on va l'appeler donc la conscience d'indépendance, la conscience individuelle. Alors là, on a fait table rase du passé. Là, le passé, on s'en fiche totalement. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche tout simplement à vivre au présent. Et alors tout ce que nos parents nous ont appris, les anciennes religions, les anciennes tendances, etc., hop là, dégagez tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, et je ne compte à rendre à personne. Oui, mais tu penses à l'avenir un peu, tu vois un petit peu tout ce que tu es en train de détruire sur la planète. Après moi, le déluge, ou en tout cas, je m'en fous parce que de toute façon, je serai mort. Alors après, la planète peut bien advenir ce qu'elle ferait. Les gens verront bien. Oh, puis on peut faire confiance. Plus tard, ils trouveront bien des solutions. Mais pour l'instant, moi, je vis ma vie. On n'en a qu'une et j'en profite. C'est l'état d'esprit de cette zone individuelle. Toute ressemblance avec une société actuelle ne serait pas totalement fortuite. Bon. Et donc, dans cette troisième zone,
qui pour l'instant est représenté par relativement peu de personnes, donc dans cette troisième tranche de conscience, bah, progressivement on sort de l'individualisme et on prend de plus en plus conscience des autres, qu'on forme un ensemble, d'une globalité, d'un tout, et puis pas que de l'humanité, mais de la nature. Et puis des animaux, des végétaux, minéraux, de la planète, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi pas des dévas? Puis des mondes supérieurs et du monde de l'âme. Bref, on sort un petit peu de notre petite case, toute rétrécie comme ça de moi tout seul et moi d'abord, pour dire mais on vit dans un ensemble, il faudrait peut-être vivre à l'intérieur de cet ensemble et faire vivre cet ensemble. C'est peut-être finalement là le but de l'humanité, et on va passer donc dans cet aspect-là. Ce qui est intéressant donc dans ces trois zones que vous connaissez bien, puisqu'on les a bien détaillées l'année dernière, donc au mois de février et au mois de mars, ce qui est intéressant, c'est de percevoir les deux zones dans lesquelles ça se croise, de fondu enchaîné. Vous savez, ça ressemble à trois continents. C'est comme si on avait trois continents de conscience. Et les continents, vous savez que géographiquement, eh bien, les plaques, elles s'enfoncent les unes à l'intérieur des autres. Il y a ce qu'on appelle des zones de subduction, dans lesquelles certaines plaques continentales s'enfoncent sur les autres. Et dans ces moments-là, bah, au lieu de glisser tranquillement, comme ça ne glisse pas vraiment tranquillement, ça coince, puis clac, ça lâche, ce qui provoque des séismes. Tous les tremblements de terre, tous les séismes sont dus tout simplement à ces frottements entre deux niveaux-là. On pourrait dire que nous avons ici deux grandes plaques de subduction, une ici, une zone 1, et là, une zone 2. En effet, dans l'humanité, tant qu'on est totalement dans ce que l'on vit, on n'est pas tellement dans la dualité, et tout va bien. Si je suis vraiment dans cette interdépendance instinctive, tout va bien. Si je suis dans mon affirmation du moi, je ne me pose pas de questions. Quand je suis vraiment dans cette conscience d'ensemble, là aussi, je sais que c'est la bonne direction. Notre problème, c'est quand on est entre les deux. Et c'est là qu'il y a des séismes. Quand on est en train, par exemple, de passer progressivement en soi, qu'il s'agisse d'individus, qu'il s'agisse de sociétés, qu'il s'agisse de nations, quand on est en train progressivement de passer de cette conscience de dépendance à une conscience individuelle. Eh bien, les séismes de cette zone de faille, on les connaît bien en ce moment, c'est tout ce qui peut exister comme guerre civile, partout dans le monde actuellement, et Dieu sait s'il y en a, comme guerre de religion, conflit ethnique, conflit à l'intérieur même des mêmes religions, comme entre sunnites et chiites en ce moment donc, dans l'islam. Donc partout où on a finalement ces conflits-là, partout où des gens commencent à se révolter contre ce qui a toujours existé, et puis une envie de réfléchir et d'agir et d'être par soi-même, eh bien, comme on a ça qui se coince entre eux, eh bien, ça provoque des séismes partout donc, sur la planète. Donc en ce moment, on voit bien une quantité énorme de conflits en rapport avec cette zone de subduction. Et celle-là, qu'est-ce qu'il en est? Oh, celle-là, elle n'est pas encore très active, cette ligne de faille. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui sont en train d'emprunter vraiment cette conscience globale. Ce n'est pas du tout la majorité. Pour l'instant, la majorité elle est plutôt dans cette première zone ou bien complètement dans le bas de la courbe ici. Mais c'est en train de grandir progressivement. Et nous, dans notre travail vers une nouvelle éthique, ce que nous cherchons à faire, c'est de développer, c'est quoi véritablement les bases de ce troisième continent de conscience. Et donc, il est évident qu'en nous-mêmes, plus nous allons chercher à mettre en place et en évidence ce troisième continent de conscience, en nous-mêmes qui avons encore bien le deuxième continent, c'est en nous qu'il va y avoir des séismes. C'est en nous qu'il va y avoir des zones de tiraillement. C'est en nous qu'on ne va pas toujours très bien savoir qu'est-ce qui se passe et comment ça marche. Mais sur la planète, ça commence aussi. Dès qu'on évoque déjà maintenant les problématiques concernant tout ce qui est la crise économique, la crise financière, les crises de croissance, les crises dans l'éducation, les crises... Quand on voit toutes les crises qui sont en train de s'exister maintenant dans notre civilisation, c'est parce que on ressent les premiers symptômes, les premiers tremblements de terre légers. Ça commence à coincer. Ça ne va pas. Il y a une opposition entre les deux aspects. Mais ce n'est pas évident. Donc ce que nous cherchons à mettre en place, c'est beaucoup plus qu'est-ce qui va se passer donc dans cet aspect-là. Voilà pourquoi, voyez, on pourrait dire que plus on va avancer, et plus les tremblements de terre entre ces deux zones de conscience vont être importants. Entre le monde égoïste, qui ne pense qu'à lui, et un monde qui va chercher à se réorganiser autour d'une collectivité, et on va avoir des séismes extrêmement importants, aussi bien à l'extérieur qu'en nous. C'est complètement à venir. Je ne suis pas du tout pessimiste, tout à fait réaliste, mais attendons-nous vraiment à des tremblements importants. Bon. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ces trois aspects, ces trois continents et ces deux zones-là, c'est intéressant de voir que
vous voyez comment, quand on étudie les événements à travers la conscience, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'éclairent même dans les événements du monde actuellement. Maintenant, si on cherche à percevoir à travers ça, alors, où est-ce qu'on en est dans l'évolution et comment finalement les gens perçoivent l'évolution? Puisqu'on ne perçoit pas forcément l'évolution toujours de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Ce qui est intéressant, c'est de voir que, puisqu'il y a 3 continents, il va vraiment y avoir 3 explications complètement différentes de l'évolution. Si on interroge les gens du premier continent, évolution, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. C'est un mot qui n'existe pas. Si vous voulez, quand on parlait, même jusqu'au XVIIIe siècle, quand les scientifiques commençaient à évoquer peut-être qu'il y avait une évolution des espèces, ah mais c'était un mot tout à fait à proscrire. L'Église aussitôt intervenait et disait, il n'y a pas d'évolution. Dieu a créé les animaux tels qu'ils sont. Dieu a créé les humains tels qu'ils sont. Adam et Ève étaient peut-être légèrement différents de nous, mais pratiquement comme nous. Dieu a créé l'humain tel que nous sommes actuellement, les plantes telles qu'elles sont. L'évolution n'existe pas. Et effectivement, on peut s'apercevoir que les gens qui habitent sur ce premier continent de conscience, il n'y a pratiquement pas d'évolution. Souvent, quand on découvre des tribus qui n'ont pas eu encore de contact avec la civilisation, les ethnologues sont effarés en disant « mais ils vivent comme nous on vivait il y a des centaines de milliers d'années ». Ben oui, puisqu'ils cherchent toujours à amener les valeurs du passé au présent. Donc voilà, ils cherchent continuellement comme ça. Donc il n'y a pas d'évolution. C'est ainsi. Ça a toujours été ainsi. Et ça sera toujours comme ça. Alors quand est-ce qu'on a commencé à parler d'évolution? Dans cette première zone de faille. 17e siècle, 18e siècle. Au 19e siècle, un nommé Darwin est arrivé. Et ce qui est très important, c'est que ce monsieur Darwin était vraiment un homme extrêmement cultivé, un scientifique. Et par conséquent, il était certainement un petit peu en avance sur les gens de son temps. Il était vraiment bien avancé dans cette conscience individuelle. Par conséquent, c'est très important parce que, voyez-vous, on oublie quelquefois que les gens créateurs, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient artistes, qu'ils soient penseurs, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient religieux, peu importe, que ce soit nous-mêmes, eh bien, les gens créateurs voient le monde selon leur appartenance au continent de conscience. Ça veut dire que M. Darwin, voyant et appartenant complètement à la conscience individuelle, indépendante, puisqu'elle débarquait, cette conscience, on se retirait progressivement d'une conscience un petit peu donc obligée, ce monsieur, il a étudié les espèces, il a étudié l'évolution, il s'est rendu compte, avec effarement après son tour du monde, que, mais oui, bien sûr que les espèces évoluaient, et que c'était pas comme ça, et qu'on pouvait noter beaucoup d'évolutions. Et il a apporté évidemment quelque chose de très important au monde. Oui, les espèces évoluent. Non, Dieu n'a pas créé les espèces telles qu'elles sont maintenant. Mais comment est-ce qu'elles évoluent? Et c'est là où Darwin, finalement, est tout à fait victime de son temps. Il s'est aperçu, finalement, que, comme toute personne qui cherche à développer une conscience individuelle et indépendante, eh bien, comment réussir à se spécifier, si ce n'est en cherchant à être le meilleur, le plus combatif, celui qui gagne la compétition? Quelle est la grande valeur fondamentale de ce continent d'individualité? La compétition. Être le meilleur, le plus grand spécialiste, celui qui réussit, celui qui surpasse les autres, celui qui est plus adapté. Du coup, forcément complètement empreint de ça, Darwin nous a sorti finalement une théorie de l'évolution en disant mais comment est-ce que les choses évoluent? C'est simple, les choses évoluent tout simplement parce que c'est le plus fort, c'est le plus adapté qui finit par l'emporter, tout simplement parce qu'il y a un combat constant pour la vie. Et survie dans son espèce, celui qui a réussi à s'adapter le mieux, celui qui a des choses en plus ou celui qui est le plus fort. Et à partir de là, comme finalement c'était en 1850, il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Il était en victime évidemment complètement de cette zone-là, par rapport à l'église anglicane qui lui disait « mais pas du tout, il n'y a pas d'évolution ». Lui-même, il n'osait pas trop prononcer même le mot, oui, c'est passé un peu comme ça. Même les scientifiques de son temps ne marchaient pas là-dedans. Il a fallu souvent attendre près de 80 ans pour que tous les scientifiques disent d'accord, pour que toute la société soit complètement passée, la société anglaise soit vraiment passée en conscience individuelle. On dit, c'est évident, c'est comme ça que ça marche. Il faut s'individualiser. Et chaque fois qu'on s'individualise, qu'on soit un humain, qu'on soit une espèce, c'est évident que ça passe par le combat, par la compétition. C'est celui le meilleur qui gagne, c'est celui qui a le pouvoir. Et c'est tout à fait normal que ça fonctionne comme ça.
Du coup, il y a tout un mouvement qu'on appelle néo-darwiniste qui a dépassé ce qu'a pu dire Darwin. Le pauvre, on l'accuse de certaines choses dont il n'est pas coupable. Et qui ont dit, mais c'est vrai qu'il a raison, mais c'est la loi de la vie, puisque c'est la loi de l'évolution. Donc c'est comme ça qu'on va évoluer. On n'évolue que par le conflit, on n'évolue que par la bagarre. C'est tout à fait normal, la compétition. C'est grâce à ça que finalement on va avancer. Donc on a inventé un darwinisme politique, un darwinisme social, un darwinisme économique, et on est en plein dedans. Mort aux petites entreprises, elles n'ont pas d'avenir. Elles se font bouffer par les gros. C'est plus on est gros et plus on est puissant, parce que les petites ne peuvent pas s'adapter. Et donc finalement, on a trouvé que c'était normal. C'est une loi de la vie, c'est une loi de l'évolution. Sans se rendre compte qu'on pense ainsi, tout simplement parce que nous sommes complètement à l'intérieur d'un processus individuel. Et par conséquent, on trouve que, ben oui, l'être humain est finalement très certainement condamné à être dans la compétition et dans le combat perpétuité, que la conscience individuelle doit l'emporter naturellement sur la communauté. Donc tout ça paraît tout à fait normal et habituel. Seulement tous les gens qui passent sur le troisième continent, même si en eux il y a encore beaucoup du deuxième, ceux qui passent dans cette deuxième zone de subduction, cette zone de conflit, commencent à dire « Ah mais c'est quand même bizarre cette histoire, c'est quand même une interprétation de la vie, non ? Enfin, c'est scientifique. » Bon, c'est scientifique. Ah, c'est scientifique. Vraiment, tout se fait comme ça. La spécification se fait comme ça. Bon, mais quand même, c'est un peu étrange. Et on s'aperçoit les uns et les autres qu'il y a beaucoup de choses qui finalement ne sont pas dans le combat, mais au contraire dans la coopération. On s'aperçoit qu'il y a ce mot coopération qui prend de plus en plus d'importance face au mot compétition. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas grandir par la coopération plutôt que sans arrêt être dans le rapport proie-prédateur ? Et il y a des gens qui disent, pas du tout. S'il n'y a pas de proie prédateur, il n'y a même pas d'évolution de conscience. Qu'est-ce qui oblige les animaux ou les plantes à s'adapter ? Eh bien, la présence d'un prédateur. Retirer le prédateur, il n'y a plus d'évolution. Ouf ! Vous vous imaginez philosophiquement tout ce qu'on fait de ça ? Alors, beaucoup de personnes disent, non, non, pas d'accord. On peut regarder le monde végétal comme un monde de coopération. On peut regarder le monde animal aussi. Il y a vraiment des entraides, il y a des coopérations. On voit même quelquefois, tout à fait ahuri, on voit par exemple sur Internet, quelquefois des images incroyables, comme des animaux qui viennent en aide à un autre qui est en train de se faire bouffer par un crocodile. Alors que j'ai vu tout le monde, c'est un peu étrange, c'est comme s'il faisait attention, c'est comme s'il donnait un coup de main. Il n'y a donc pas que du combat, il y a vraiment une capacité d'amitié, il y a une capacité de relation. Et oui, on découvre ça de plus en plus. Et nous-mêmes, dans notre société, on découvre de plus en plus l'esprit d'association, comme des mouvements colibris, comme les mouvements, par exemple, qui se mettent en place en ce moment à cause des municipales, les mouvements de collaboration, de discussion entre citoyens pour réussir à dire qu'est-ce qu'on propose, qu'on appelle les transitions citoyennes. Bon, il y a ça qui se met en place de plus en plus. Donc on se dit, mais il n'y a pas que la compétition, il y a de plus en plus de gens qui pensent autrement. Ouais. Mais bon, bah, c'est intéressant ça. Mais effectivement, du point de vue de l'âme, si on regarde complètement du point de vue de ce troisième continent, ah mais il n'y a pas du tout de compétition. Ah mais il n'en est pas question. Du point de vue de l'âme, du point de vue de l'essentiel, on dit que toute forme, je dis bien toute forme, qu'il s'agisse d'une bactérie, d'un atome, qu'il s'agisse d'un minéral, d'un végétal, d'un animal, d'un humain, d'une planète, d'une étoile. Toute forme est construite par une âme. Si le mot âme vous paraît trop connoté parce que vous ne voyez pas exactement à quoi ça correspond, retirons-le et mettons que toute forme est construite par un principe d'esprit, donc de vibration extrêmement subtile, un principe unitaire, quelque chose qui vibre vraiment dans l'unité complète. Et ce principe unitaire, cet esprit unitaire, cherche à s'imposer progressivement dans toute la matière, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et donc c'est vraiment ce principe unitaire, on peut dire cette âme présente partout, qui construit sa propre forme. Nous-mêmes, nous sommes construits par une âme. L'âme construit un caillou, l'âme construit un végétal, un animal, une bactérie, une planète. Or, la qualité fondamentale de ce principe unitaire, comme je viens de le dire, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est la symbiose.
Ça veut dire que finalement, qu'est-ce que cherche ce principe unitaire? À créer une unité fondamentale à l'intérieur d'un être, mais aussi avec tout ce qui existe, à tous les niveaux, et si possible au niveau universel, et même pas que sur Terre. Donc comment peut-on imaginer qu'un principe universel qui construit les formes introduise dans l'histoire de l'évolution un principe de bagarre, de compétition? Mais c'est totalement contradictoire. Ou bien, et c'est ce que pensent les scientifiques, hein, l'âme n'a aucun rôle à jouer dans l'histoire de l'évolution, on peut le penser. Ou bien, comme nous le pensons, ce principe unitaire, il est partout présent parce qu'on le sent, parce qu'on le vit, parce qu'il explose de plus en plus, il s'impose de plus en plus, partout. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de milliers de personnes qui rentrent dans ce troisième continent, plus ces gens-là en témoignent par leur méditation, par leur sagesse. Il n'y a pas que des êtres un peu illuminés pour en témoigner comme autrefois. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes comme nous qui pouvons progressivement témoigner de cela. Donc l'âme ne peut pas avoir construit un système évolutif qui fonctionne grâce à la compétition, à la bagarre, à la guerre et au conflit. C'est tout simplement pas possible. Alors on pourrait dire, ben oui, mais qu'en pensent les scientifiques? Puisque Darwin est toujours là. Oh, Darwin, on le remercie. Mais vous voyez, si on se rend compte qu'effectivement, il était en quelque sorte le représentant d'une certaine société de conscience individuelle, donc il voyait tout de cette manière-là, on va s'apercevoir que les scientifiques qui rentrent maintenant dans le troisième continent, bizarrement, commencent à voir les choses avec un autre état d'esprit. Et que tout ce qui a été expliqué mondialement, grâce à la compétition, grâce au combat, grâce au conflit, grâce à l'individualisation, eh bien progressivement, on commence à tout expliquer par la conscience d'ensemble, par la coopération, par la globalité. C'est comme si on revoyait toutes les copies. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de voir l'histoire par la conscience. On croit quelquefois que les scientifiques sont parfaitement objectifs et qu'ils voient les choses, mais pas du tout. Il n'y a pas d'objectivité. On est tous forcément pris par rapport à ça. Et donc, ça va être passionnant de voir, au fur et à mesure qu'on rentre dans cet état de conscience, mais qu'est-ce que ça va transformer? Qu'est-ce qu'on va inventer de nouveau? Sur quel état de conscience ça va déboucher? Et à partir de là, qu'est-ce que nous-mêmes, on va pouvoir arriver à comprendre autrement? Regardez par exemple, on va prendre deux exemples. La première histoire, c'est l'histoire des spermatozoïdes. On nous a tous raconté qu'à la course à l'ovule, ils étaient tous partants. Go! Et que c'est celui qui nagerait le plus vite, le plus fort, le plus loin, le plus adapté, celui qui touche au but, qui fait le tour d'un pays, c'est pas, puis il rentre, et les autres, loupé, je suis vainqueur. Bon, on nous a raconté ça comme un gigantesque combat. Maintenant, on nous dit, ben non, on s'aperçoit que finalement tous les spermatozoïdes concourent au succès d'un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a un combat, il y a une compétition, ou alors c'est une coopération? Écoutez, on a plutôt tendance maintenant à voir les choses sous le terme de la coopération. Tiens donc. Et vous voyez, c'est un symbole. Parce qu'on ne va pas prendre tous les exemples possibles, imaginables, mais si vous commencez à regarder partout dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de la planète et dans les histoires à tous les niveaux, économiques, social, médical, etc., on s'aperçoit que partout où on mettait un combat, partout où on mettait vraiment des choses qui n'allaient pas, on commence maintenant à réinterpréter le monde du point de vue de la coopération et d'une perception d'ensemble et organique. Deuxième élément important, il y a une femme, marquée là, qui s'appelle Lynn Margulies, que vous connaissez peut-être parce que c'est une scientifique américaine qui est morte il y a à peu près 2 ans. Et elle a joué un rôle très important puisque c'est elle qui a écrit avec James Lovelock l'hypothèse Gaïa. Et il y a très longtemps déjà, c'est dans les années 70, c'est-à-dire l'hypothèse que la Terre soit un être vivant, autorégulé. Ce qui a fait scandale, qui n'est toujours pas accepté. Mais donc, vous voyez, c'était très important. Et c'est vraiment cette personne qui a dit, mais et si on voyait tout du point de vue un peu du global et non pas du point de vue de la compétition et du séparé? Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'univers bactériel. Et c'est un petit bouquin qui raconte finalement comment, en regardant les bactéries agir, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose de totalement différent. Là aussi, on a eu d'abord l'impression que les bactéries, c'était vraiment quelque chose d'épouvantable, quelque chose d'affreux, quelque chose qu'il fallait souvent combattre, qui était extrêmement dangereux. Vous vous rendez compte? Le chiffre de bactéries en nous
est supérieur au nombre de nos cellules. Il y a plus de bactéries en nous que de cellules. De quoi flipper. Sauf que Lynn Margulis lui dit, mais non, mais sans bactéries, mais on ne vivrait pas. Mais c'est grâce à ça qu'on vit, mais c'est formidable. C'est une association, c'est quelque chose de fabuleux. Alors quelquefois, si on crée des désordres, bon, on va les subir, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir du point de vue de l'association. On s'est même aperçu qu'au lieu du combat entre les bactéries, au lieu de finalement de compétition, parce qu'on voyait tout ce monde de cette manière-là, elle s'est aperçue qu'il y avait une coopération extraordinaire. Et que finalement les bactéries s'associaient entre elles, chacune avec une capacité particulière, et que l'addition de ces capacités particulières formait une petite cellule, laquelle cellule pouvait s'associer avec d'autres cellules ou d'autres bactéries et former de nouvelles cellules, de plus en plus de cellules. Et finalement, à partir de là, on s'est aperçu que finalement, les bactéries s'associaient pour former des organismes. Les bactéries s'associent pour former des organismes. Évidemment, si on imagine ça, vous voyez, avec un état d'esprit humain, on pourrait dire, ça voudrait dire que les bactéries ont choisi de s'associer plutôt que de se combattre. Elles n'ont rien choisi. Ça fait partie de l'interdépendance instinctive. C'est automatique, il n'y a pas le choix. Il y avait même un scientifique pour plaisanter qui disait, c'est à se demander si les bactéries n'ont pas décidé de s'associer pour inventer l'homme pour aller sur la Lune. Bon. C'est une version vue du bas. Vue d'en haut, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que cet esprit fédérateur, cet esprit unificateur qui anime absolument toutes les formes, impose progressivement ce processus d'unification. Mais que nous, on n'a jamais voulu le voir, complètement pris dans le deuxième continent de l'individualisme, on a toujours vu en termes d'individu, de combat et de compétition. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que maintenant, mais pas du tout. Tout est prévu comme un système associatif, un système de globalité, un système de coopération. Et dans son bouquin, elle conclut en disant, mais il faut arriver à comprendre maintenant que la vie ne s'est pas propagée sur Terre par le combat, mais par la coopération. C'est grâce à la coopération entre les bactéries, entre les cellules, entre les organismes vivants, la coopération entre les différents règnes, minéral, végétal, animal, avec les éléments. C'est la coopération de tout qui a fait que la vie est possible sur Terre. Vous voyez, on est loin du champ de bataille qu'on nous décrit encore quelquefois, même dans des documentaires. Et vous voyez comment un état d'esprit peut amener même les scientifiques à changer de lunettes et à voir le monde finalement d'une autre manière. Et là, c'est beaucoup plus conforme à ce qu'on pense justement avec ce troisième continent. Là, on peut dire, bon, ok, là, effectivement, on peut commencer à comprendre si l'âme a véritablement, ou si l'esprit a véritablement inoculé ce processus d'évolution, c'est forcément quelque chose qui se fait par la coopération et non pas par le combat. Voilà donc le changement extrêmement important, vous voyez, qu'on peut voir. Mais c'est vrai que les tenants des deux théories, pour l'instant, se combattent à ce niveau-là. Et on peut le retrouver dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'éducation, partout. Vous voyez, on pourrait prendre tous les domaines et voir que finalement, plus il y a des gens qui pensent en termes d'ensemble, eh bien ça s'oppose à ceux qui pensent en termes anciens ou particuliers ou d'individus, ou encore pire, à ceux qui pensent, encore une fois, comme autrefois on pensait, à partir de principes religieux ou autres. Donc on voit bien comment on a finalement ces deux zones-là, au moment où les trois continents se rencontrent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin? Comment est-ce qu'on peut faire pour justement aider à une nouvelle créativité, à émerger un nouvel état de conscience? Parce qu'on voit bien comment chaque état de conscience développe une créativité sur Terre, fait évoluer les choses sur Terre. Dans le premier continent, il y a très très peu d'éléments. Donc c'est une créativité très peu, puisque ces gens-là créent toujours dans le mode traditionnel. Donc exactement comme nos ancêtres faisaient, on fait très très peu évoluer les choses. Là par contre, dans le deuxième continent individuel, alors là, à fond, chacun crée ce qu'il veut, quand ça lui fait envie, comment ça lui fait plaisir, et puis tant pis pour les autres, tant pis pour la planète, tant pis pour la pollution, on fait ce que l'on a envie. Créativité très riche, mais très destructrice. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Si on dépasse le stade de qui fait quoi? Quel individu fait quoi? Comment est-ce qu'il faut poser la question? L'alchimie coopérative, ça va se passer comment? L'alchimie, j'entends par là la transformation. Quelle transformation ça va nous demander quand on passe d'un monde à l'autre pour arriver à comprendre quelle nouvelle créativité va pouvoir déboucher? Alors pour ça, c'est vrai que ça va demander quelque chose de très différent. Vous voyez, on pourrait se dire, à partir du moment où je crée quelque chose pour l'ensemble, je pense en termes d'ensemble, je pense à la société, je pense au global, je pense à l'écologie, je travaille vraiment par rapport à la globalité.
c'est vraiment une nouvelle créativité. Peut-être que c'est un nouvel état de conscience. Non. C'est un état de conscience nettement meilleur. Mais c'est toujours moi qui crée. C'est toujours moi qui fais les choses. Puis je fais des choses en m'inspirant de mieux en mieux. On voit très nettement que je suis de plus en plus inspiré par l'ensemble, par la globalité. Donc je ne fais plus de choses, je ne pense plus de choses uniquement pour moi. Surtout si ça abîme l'ensemble. J'essaie toujours d'être en rapport avec cet ensemble. Mais c'est toujours moi qui crée. Et c'est là on va se dire, bah, évidemment, qui veux-tu que ça soit qui crée? Si j'ai des idées par rapport à la globalité, bah, c'est toujours les miennes. Bon, soit. Si c'est un mouvement, une association, voilà, on est une association et ensemble, un petit peu, on essaye de sortir des choses. Bah, j'ai simplement changé d'unité, c'est une association, mais c'est toujours une unité associative qui fait des choses. Mais oui, mais il n'y a que ça dans le monde. Bah oui, pour l'instant, forcément, il n'y a que ça dans le monde, puisqu'on n'a toujours pas fait émerger la nouvelle fonction. Donc, où qu'on regarde, pour l'instant, quand on cherche à essayer de voir qu'est-ce qui va sortir comme nouvelle idée, parce que qu'est-ce qui va sortir comme nouvel état de conscience, donc quelle créativité évolutive va pouvoir émerger, ben on va chercher chez les uns, chez les autres, chez tel philosophe, chez tel bouquin, dans telle théorie, dans telle association, sur telle personne qui a telle très bonne idée, sur tel groupe, etc. On dit, voilà, là on pense que peut-être l'avenir, ça sera comme ça, ou comme ceci, ou tel que la personne le décrit. Mais c'est toujours des personnes. Et c'est là qu'on va se rendre compte que pour arriver à voir les choses tout à fait différemment, pour aller vers une nouvelle éthique, il va vraiment falloir changer complètement notre point de vue. En fait, ce qui va se passer, et ce n'est pas du tout facile à comprendre, encore qu'à comprendre ça aille, mais pas facile du tout à pratiquer, on va le voir tout à l'heure, c'est que la nouveauté, elle ne provient pas du tout d'un individu, d'une association, d'un groupe quelconque, mais de l'interaction entre des individus, des groupes, des associations, des règnes. C'est à l'endroit où ça se rencontre, c'est à l'endroit où il y a des relations, une interactivité, une interpensée. C'est à l'endroit où les choses finalement vont comme ça se rencontrer d'une manière totalement informelle. C'est de là qu'une nouvelle pensée va venir. La nouvelle état de conscience, c'est un état de conscience interrelationnel. Les nouvelles idées, elles seront générées par cet état de conscience interrelationnel. Et donc, les nouvelles sociétés, elles seront générées par rapport à ça. On ne pourra plus jamais dire ça, c'est né de telle personne, de tel groupe, de tel philosophe, de tel petit groupe qui s'est réuni pour y penser. C'est fini. Les idées les états de conscience et les idées qui en découleront vont surgir, on ne sait pas comment. D'un seul coup, ça sera une espèce d'évidence. Ce sera quelque chose qui va s'imposer. Mais qui aura donné naissance à ça? Personne. Simplement de l'interrelation entre différentes choses. Prenons des exemples pour être un peu plus clairs. Par exemple, en ce qui concerne les relations humaines, on est actuellement coincé. Même les plus grands penseurs du monde ne savent pas quoi faire. Ils ne réalisent souvent pas qu'on est en train de passer sur un troisième continent. Et donc, on est coincé. Plus personne n'a de solution concernant l'économie, concernant les finances. On ne sait pas. Tout simplement parce que là, il va falloir passer complètement à autre chose. Et c'est donc à nous d'essayer de percevoir qu'est-ce qui naît des relations actuelles entre les humains. Par exemple, du tourisme, des voyages des étudiants, des gens qui voyagent en affaires. Comment finalement tous les gens sont en train de voyager à peu près dans tous les pays, même à travers l'immigration. Immigration, émigration, voyage, tourisme. Qu'est-ce qui se passe à travers tout ça? Quelle idée on a à nouveau du monde? Qu'est-ce qui est en train de se faire, de se façonner? Nous-mêmes qui passons souvent des vacances maintenant à l'étranger, voir d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres cultures, qui eux-mêmes viennent voir Paris, etc. Qu'est-ce qui se passe à travers tout ça? Alors, vous voyez, souvent, on aurait tendance à répondre, oh bah, c'est intéressant, on connaît d'autres cultures, on connaît d'autres personnes, et on fait connaissance, peut-être il y a une meilleure tolérance. Ça, c'est quand je regarde les gens, qu'est-ce qu'ils en tirent tout de suite, ou moi, qu'est-ce que j'en tire tout de suite. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que ça, il n'y a pas de réponse immédiate. À travers toutes ces interrelations sur du long terme, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? À travers Internet. Bientôt, maintenant, on va bientôt avoir la moitié de la population mondiale qui a Internet. Sur 7 milliards, on va bientôt arriver maintenant à 2 milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie. 2 milliards de personnes qui échangent, qui montrent leur vie, leurs photos, etc.
Alors, on a beau dire, non, mais ça c'est complètement stupide. Alors moi, toujours si je serai Facebook, il fera rien. Ah, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, on s'en fiche totalement. Que vous y participiez ou pas, on s'en fiche totalement. Qu'est-ce qui se passe dans l'interrelation entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ceux qui participent et ceux qui ne participent pas? Qu'est-ce qui est en train de se créer? Si bien que vous voyez, le fait d'adhérer ou ne pas adhérer à quelque chose qui est en train de se passer, que vous ayez ou pas Internet, que vous ayez ou pas Facebook, de toute façon, l'interrelation est en train de se passer. Que vous soyez pour quelque chose ou contre quelque chose, il est en train de se passer quelque chose. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il est en train, avec ce frottement, de naître un nouvel état de conscience. Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre par rapport à ça? On peut dire, mais pas avec tout. Il y a des gens qui ne participent pas à ça pour l'instant. C'est vrai, il y a tous les gens qui sont dans la zone 1 sont très occupés pour l'instant dans leur dualité entre le passé et l'avenir, entre l'indépendance. Donc c'est vrai qu'en Syrie, ils ne sont pas tellement préoccupés. Bien qu'ils sont complètement aussi, pour beaucoup, sur Facebook. En Inde, Facebook a un succès fou. Mais qu'est-ce que nous, on apprend de tout ça? Le fait que nous, on soit au courant de ce qui se passe en Syrie, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, qu'on participe de loin ou de près à ça, ça crée quoi finalement toute cette proximité? Ça crée quoi tous ces échanges? Et je ne parle pas du fait que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ou que ça crée des émotions en vous, positives ou négatives. Non, non, ça c'est les réponses évidentes. Quand on focalise sur moi, sur toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça fait? Non, non, c'est au-delà de ça. Ça crée quelle relation à un niveau subtil? Bizarre. Bah, on peut aussi le faire entre l'humanité et puis les règnes. Qu'est-ce qui est en train de se créer dans la relation avec les animaux? Qu'est-ce qui nous arrive avec les animaux? Si quelqu'un du siècle dernier revenait, là où les animaux étaient vraiment pas du tout considérés, mais ils ne comprendraient pas. On les emmènerait à Carrefour et on dirait, voilà, tout ça, c'est pour les animaux. Alors, tu as le choix, le pâté avec morceaux, sans morceaux, avec de la volaille, etc., des croquettes. Vous nourrissez vos chats? Ben oui. Et vos chiens? Ben oui, puis on les aime, puis mais qu'est-ce qui est en train de se jouer à travers ça? Là encore, d'accord, pas d'accord, on s'en fiche que vous en déposez pas. Il est en train de se jouer au niveau de l'humanité une interrelation entre le règne animal et l'humain. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la télépathie, du point de vue de la sympathie, du point de vue de la tendresse? En quoi est-ce que ça nous fait bouger? En quoi nous faisons bouger les animaux? Il y a vraiment une interaction extraordinairement puissante. On n'y songe jamais, hein. On songe toujours à moi, qu'est-ce que ça me fait, ou toi, qu'est-ce que ça fait, ou ça m'énerve de voir le petit toutou à sa mémère. Bon, ok, mais qu'est-ce que ça fait fondamentalement? Vous voyez, au niveau planétaire. Même chose avec les végétaux. Mais qu'est-ce qui se passe aussi du point de vue des végétaux? On veut tous son jardin, sa petite plante qu'on veut bichonner, etc. On a tous des fleurs. Mais depuis quand on s'occupe des fleurs? Quand vous vivez, quand vous allez à l'étranger dans des pays où on ne s'occupe pas encore de ce genre de choses, bah, tout près, tout endroit de culture est vraiment fait pour produire des fruits, pour produire des légumes, etc. Jamais quelqu'un va cultiver des fleurs. Ça n'existe pas, ça. Il y en a sur des arbres, etc. Mais planter, semer des fleurs, non. Chez nous, oui. Même qu'on les mange. On n'a même plus de rapport, vous voyez, purement utilitaire au monde végétal. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de découvrir, voyez-vous, qu'il est en train de se passer quelque chose d'autre qui est de l'ordre du cœur. Il est souvent dit que le chakra du cœur, qui est vraiment pas ouvert dans l'humanité actuellement, parce que c'est un chakra qui va ne s'ouvrir qu'à travers ce troisième continent. Parce que le chakra du cœur, il ne s'ouvre qu'à travers l'interrelation. C'est quand on commence à fonctionner dans cette interrelation, à comprendre qu'est-ce qui se passe, non pas chez toi ou chez toi, mais qu'est-ce qui se passe dans l'interrelation entre tout, et qu'on se met un peu au-dessus et qu'on voit, ah, il est en train de naître ça, de ce conflit, de cet apprentissage, du d'accord, pas d'accord. Il y a ça qui est en train de réaliser. On est en train de grandir, on est en train de maturer grâce à ça. Ben, le chakra du cœur, là, il va s'ouvrir. Et on dit souvent que plus l'humanité va s'intéresser à ces interrelations avec le règne végétal, plus le chakra du cœur va s'ouvrir. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des petites fleurs chez soi, c'est quel enjeu? Quel rapport avec le minéral? Qu'on découvre l'importance du minéral, c'est plus simplement pour des bijoux. On aime bien avoir des minéraux chez soi. Qu'est-ce qui se passe aussi? Quel est le rapport? Quel est l'enjeu? On pourrait parler des débats, on pourrait parler de beaucoup de choses. On voit bien que finalement, vous voyez, dans l'humanité, on est en train d'être dans un monde d'interrelations, mais souvent ces interrelations, nous les interprétons encore du point de vue de l'individu.
Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Et d'accord, pas d'accord, ça me change, ça me bouleverse, j'aime, j'aime pas. Oui, mais ça, c'est toujours l'individu. Et donc, c'est même plus la question de savoir quel groupe fait quoi, quel individu pense quoi. C'est, étant donné toutes les pensées qui sont là actuellement, ça se donne quoi? Ça fait émerger quoi dans la pensée mondiale? Tous ces d'accord, pas d'accord qu'il y a dans le monde actuellement. Ça fait émerger quoi dans la sensibilité mondiale, tous ces rapports avec les animaux, les végétaux, les minéraux. C'est ça qui va être intéressant de percevoir. C'est tout ce processus, vous voyez, qui finalement va nous demander un sacré changement. Et c'est là où est l'alchimie coopérative. Parce que pour percevoir cette coopération, nous, ça va nous demander une sacrée transformation. Ça va nous demander d'élever notre niveau vibratoire, notre niveau de sensibilité à un niveau tel qu'on ne peut pas le voir d'habitude. On est tellement d'habitude prêt et prompt à avoir des réponses immédiates. Je me pose une question concernant les effets ou les résultats de telle chose par rapport à telle chose, et hop, j'ai ma réponse. Là, non. Ça va nous demander le silence, de découvrir ou de redécouvrir le silence. Dans le silence, réussir à voir autrement, écouter autrement, toucher autrement. Réussir à percevoir non pas les événements, réussir à détourner notre regard. Il faut apprendre à regarder entre, à écouter entre. Je regarde plus tel événement, mais entre les événements. Plus telle personne qui dit ceci, par contre telle autre qui dit cela, entre les deux. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'est maintenant l'évolution. Et c'est là qu'un nouvel état de conscience va pouvoir surgir. C'est d'arriver à percevoir qu'est-ce qui se joue entre les choses. Mais vous voyez, on n'est tellement pas habitué que ça va être très difficile pour nous. C'est pour ça que ça nous demande une véritable transformation. Ça va être le véritable défi de ce troisième continent de conscience. Parce qu'il ne peut pas du tout être comme le deuxième. Qu'est-ce que moi, je pense en termes d'ensemble, ou telle association pense en termes d'ensemble. Non, non, ça c'est un bon compromis. Je veux dire, ça fait partie du glisser, ça fait partie du passage entre les deux. Mais quand on sera vraiment dans cette autre façon de penser, cette autre façon d'être, ça ne peut être que d'une interrelation. Les nouveaux états de conscience, les nouvelles idées ne peuvent naître que de cette interrelation, et ça va nous demander tout ce travail intérieur. Alors on ne s'arrête pas là. On a vu entre humains, on a vu entre les règnes. Rien que déjà si on commence à mettre tout ensemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'humanité? Qu'est-ce qui est en train de surgir étant donné toutes les interrelations au niveau de l'humanité et avec les animaux, les végétaux, les minéraux? Oui, je vous les ai présentés en binaire. Si on commence à multiplier, ça devient de plus en plus complexe. Et pourtant, c'est là que ça va se passer. Ça va nous demander, oui, dans cette alchimie, d'arriver à mettre notre conscience au-dessus de tout ça pour percevoir ce que c'est. Dès que je suis trop bas, je focalise automatiquement sur telle personne, telle pensée, ou tel individu, ou tel fait. Donc ça nous demande d'aller un peu plus loin. Mais nous ne sommes pas faits uniquement donc, de rapport avec les humains, les animaux, les végétaux. On doit aussi correspondre avec l'âme. L'âme que nous sommes, l'être que nous sommes, cet être que nous commençons tous à sentir. À partir du moment où justement on rentre dans cette conscience d'ensemble, on est tous sensibles à cet esprit communautaire, à cet esprit d'unité. Et qu'on croit à l'âme ou qu'on n'y croit pas, vous avez des tas de gens qui disent « moi, l'âme, j'y crois pas », parce que c'est vrai que c'est très connoté comme expression par rapport aux anciennes religions. Mais si eux, ils sentent complètement en eux un élan d'ensemble, mais ils sont âme. Même s'ils ne l'appellent pas comme ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pour ça que c'est important oui, de définir ce point-là par étant l'état d'esprit global. Quand je quitte l'individuel pour me mettre dans un état d'esprit global, je suis en rapport avec ce qu'on appelle l'esprit ou avec ce qu'on appelle l'âme. C'est ça qui est important, et peu importe les appellations. Et bien donc, à partir de là, c'est vrai que je me dis, mais ça va être important, parce que je le sens de plus en plus en moi, et je sens combien cette âme, ce qui est important, c'est d'être en interrelation. Ça produit quoi l'interrelation entre l'âme et le moi? Parce que moi, dans mon quotidien, je suis dans ma personnalité, puis il y a l'âme, et finalement, c'est quoi finalement? Non pas ce qu'est l'âme, non pas ce que je suis, mais de l'interrelation entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, et intéressant de voir dans la méditation. Et on dit, justement, dans la méditation du matin, c'est vraiment là qu'il y a des choses que je commence à percevoir. Pourquoi tu dis méditation du matin? Ah, parce que je sais pas, ça me paraît important le matin ou ça marche mieux le matin. Ah oui, oui, tu as raison. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, avec ce type d'énergie,
les énergies de l'âme, mais aussi d'autres énergies, finalement, l'interrelation, ça va nous amener tout de suite à la notion de cycle. Le cycle, ça va être le moteur fondamental de toute interrelation. Il n'y a pas d'interrelation sans cycle. Et plus on rentre dans ce monde de l'interrelation, plus on va prendre conscience de la nécessité de ce cycle. Par exemple, toute personne qui a fait du jardinage, toute personne qui a un jardin, toute personne qui a dit « j'attaque mon potager », un jour s'est offert ou s'est vu offrir l'almanach du jardinier. C'est super l'almanach du jardinier, jardiner avec la lune. Et donc là, on vous présente les 52 semaines de l'année, et on dit voilà, à chaque semaine, il y a quelque chose de particulier à faire. C'est super, on suit comme ça, à quel moment on va semer ses salades. Tous les légumes y sont, même l'hiver, comment on entretient ses outils, comment on retire la terre, bref, tout est là. Il n'y a plus qu'à suivre, c'est super. Oui, oui, effectivement. Si on veut vraiment bien participer comme ça avec le règne végétal, ça peut être important de suivre les cycles. C'est évident que si je fais tout n'importe quand, je vais avoir des désastres dans mon jardin potager si je ne suis pas ces cycles-là. Et bien, de la même manière, toute vie d'interrelation se rythme à travers un cycle. Prenons par exemple quelque chose que nous connaissons bien, la respiration. La respiration, ça se compose d'un inspire, où on prend l'air, jusqu'ici tout va bien. Il peut y avoir un deuxième temps qu'on appelle d'apnée haute, c'est un moment qui est plus ou moins court, plus ou moins long, mais où on retient l'air poumon plein, et puis il y a l'expire, et enfin, il peut y avoir un quatrième temps, donc d'apnée basse, il y a poumon vide. En fait, ces 4 temps sont toujours présents, mais c'est vrai que dans la vie active, ces 2 temps d'apnée, ces 2 temps qu'on appelle des intermèdes, eh bien, sont très très courts, et pourtant ils font le lien fondamentalement entre l'inspire et l'expire. Ils sont forcément là. Par contre, on dit que plus la vie méditative est importante, plus ces temps d'apnée sont importants et que les temps d'inspire et d'expire sont moins importants. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que l'inspire, tout le processus de la respiration, on peut l'expliquer très simplement du point de vue de l'oxygène, mais ça va être plus important du point de vue de l'énergie. Du point de vue de l'oxygène, c'est très simple. On prend de l'oxygène à l'inspire. Plus le temps d'apnée est important, plus les globules rouges se chargent d'oxygène. Puis ils iront dans l'ensemble de l'organisme rediffuser tout cet oxygène et ils reviendront en chercher à nouveau. Donc les temps d'apnée sont importants parce que c'est là où les globules se chargent d'oxygène et en apnée basse, c'est là où finalement il y a quelque chose qui fait qu'ils diffusent. Mais laissons ça de côté pour revenir au monde de l'énergie, au niveau du corps d'énergie. Parce que l'essentiel de la respiration était faite, c'est vraiment de prendre du prana, c'est de prendre de l'énergie de l'air pour nourrir ce corps d'énergie. Au moment où je vais prendre mon inspire, je prends cette énergie. Et qu'est-ce qui va se passer au moment de l'apnée? Le moment de l'apnée, c'est un moment très fort de contact. Finalement, toute énergie est en rapport avec un état de conscience. Et on dit que vraiment, il y a un rapport étroit, constant. On dit que l'énergie suit la pensée. Donc ma qualité d'énergie que je viens de faire rentrer, je la qualifie comment? C'est le temps d'apnée. Cette énergie, une fois qualifiée, j'expire et je la mets à disposition. Et enfin, dans le moment d'apnée basse, eh bien, c'est un moment d'intégration. Donc l'intégration de l'expérience, aussi bien en moi que tout ce qui peut se passer à travers ce que j'ai distribué. Donc on a vraiment un moment important, ça veut dire que tout ce cycle-là sert tout simplement à aller chercher donc un certain nombre de choses, certaines qualités, et que ces qualités, on va les diffuser de manière à pouvoir à ce que ça serve à quelque chose. Il y a quelque chose d'extérieur qu'on connaît très bien et qui fonctionne comme ça. En fait, tous les cycles fonctionnent comme ça, mais pour prendre celui-là qu'on connaît bien, c'est le cycle de l'eau, qui est tellement essentiel à la vie. L'eau s'évapore donc des océans. Donc, le premier temps, c'est l'évaporation. Le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle la condensation. Il se forme des nuages. Et cette vapeur d'eau, elle se charge de choses extraordinaires dans l'atmosphère, de rayons ultraviolets, de tas de choses dont on ignore encore beaucoup de choses du point de vue scientifique. Mais elle se charge vraiment de qualités d'énergie qui sont vraiment à ces niveaux hauts. Et chargée de ces qualités d'énergie, eh bien, elle redescend. Troisième aspect, c'est les précipitations, c'est les pluies, c'est la neige.
Et là, elle va véritablement donc donner la vie à tout le monde végétal. C'est même un engrais fabuleux, la neige. Et donc complètement chargée, elle redescend de tout ce dont elle s'est chargée, donc dans ce stade haut, et finalement, elle va pouvoir ensemencer, elle va pouvoir irriguer. Et on va voir donc dans la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle l'écoulement ou le stock dans les nappes phréatiques. Enfin, c'est vraiment le moment où l'eau passe partout. Et puis ça recommence, ça retourne à l'océan, et à nouveau, on a ces 4 phases. Et donc on voit bien que finalement, dans tout cycle, et c'est ça qui est important du point de vue de l'interrelation, il y a toujours une interrelation entre 2 niveaux. Et les 2 moments importants, c'est les moments d'apnée basse et les moments d'apnée haute. En apnée haute, c'est là où on se charge de qualité. En apnée basse, c'est là où on relargue ses qualités. Et le fait d'aller à l'un ou à l'autre, c'est inspire, expire. Mais ce qui est important, c'est de quoi on se charge et qu'est-ce que l'on a là. Alors, je parlais tout à l'heure de l'âme. Qu'est-ce qui se passe en méditation? C'est ça. Et tout schéma de méditation comporte ces 4 phases. Quand nous-mêmes, et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, quand nous cherchons à méditer, eh bien nous nous élevons progressivement vers l'âme, et là nous cherchons à être en contact avec quelque chose. Nous vivons quelque chose d'autre, une autre qualité. Et cette qualité, nous cherchons à la diffuser à travers nous. Et finalement, elle peut peut-être s'intégrer dans notre journée. Et c'est pour ça que c'est intéressant de méditer le matin. Parce que si je médite le matin, eh bien, je vais chercher certaines qualités, et ces qualités-là, elles vont diffuser à travers moi toute la journée, à travers tous les gens que je rencontre, tout ce que je fais, même si apparemment je l'ai un peu oublié. Et elles vont s'intégrer. Et le matin nouveau, je recommence. C'est dommage de méditer juste avant d'aller s'endormir. On peut le faire, hein, mais c'est vrai que pourquoi ne pas le faire quand justement on va rencontrer tout le monde dans la journée pour donner naissance à une autre créativité. Et on voit bien comment la méditation, c'est aussi comment aller se charger de certaines choses pour pouvoir ensuite les diffuser. Et puis, on a justement, encore plus loin, allons chercher du point de vue donc de la vie dont l'âme elle-même s'inspire. La vie des planètes, la vie des étoiles. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués que les planètes ne sont pas des objets bêtes. Il n'existe aucun objet bête dans l'univers. Ce sont des êtres vivants, dotés d'une conscience qu'on ne peut même pas imaginer. Pareil aux étoiles. Notre Soleil est une gigantesque conscience dans un corps physique qui nous dépasse totalement. Et tous ces êtres vraiment rayonnent énormément d'énergie conscience. C'est la base qui a été considérablement déformée de l'astrologie. Voilà pourquoi finalement, si on tient compte de ces règnes, le règne planétaire, on l'appelle le 6e règne, le règne des étoiles, on l'appelle le 7e règne, nous avons aussi à être en interrelation avec ces règnes. Alors, on distingue 4 temps que nous appelons des saisons. On a donc l'hiver, c'est le moment de la montée. On a le printemps, qui est le moment le plus fort, au moment où on est vraiment en contact avec les énergies fondamentales. L'été, c'est le moment de la fructification, de la récolte, on commence tout ça. Et puis l'automne, c'est le moment où tout s'endort et on fait le bilan et l'intégration d'une année donc, de travail. Et donc au niveau de la nature, on a complètement ce cycle-là. Et du point de vue des énergies, c'est fabuleux de voir que finalement, l'hiver, c'est 3 signes, Capricorne, Verseau, Poisson, et que finalement, à chaque fois, on a 3 énergies, 3 ensembles d'énergies, devrais-je dire, qui irriguent complètement l'humanité, qu'elle en ait ou pas conscience. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez de tel ou tel signe, ça on s'en moque complètement. C'est simplement arriver à dire que en janvier, il y a l'énergie Capricorne qui passe à travers nous. C'est à notre disposition, c'est un ensemble d'énergies à connaître. Pourquoi faire? Parce que ce sont des outils pour améliorer la conscience et la créativité sur Terre. On s'en sert ou on ne s'en sert pas. C'est à nous de voir. En Verseau, c'est la même chose. En Poisson, pareil. Et donc, au printemps, on a 3 énergies différentes. Bélier, Taureau, Gémeaux. En été, Cancer, Lion, Vierge. Et en automne, Balance, Scorpion et Sagittaire. Et ainsi, toute l'année est un ensemble finalement de coopération possible, d'interrelations possibles avec des énergies. Et vous savez que ça existe en fractal. Ça veut dire que ceux d'entre vous qui connaissent bien le processus savent que même à l'intérieur de chaque signe, il y a encore des semaines, puisque c'est rythmé par la Lune. Non pas parce que la Lune dégage quoi que ce soit, c'est un vieux cadavre, mais tout simplement parce qu'en fait, le moment où elle est dégagée du circuit entre le Soleil et la Terre, quand elle est en phase de pleine Lune, il y a un rapport très spécifique entre le Soleil et la Terre et qu'il y a plein d'énergie à ce moment-là. Donc là aussi, autour du premier quartier, c'est un moment où on se prépare à une certaine énergie.
Au moment de la pleine lune, c'est le moment où on est en plein contact avec cette énergie. Au moment du deuxième quartier, c'est le moment où on diffuse. Et au moment de la nouvelle lune, bah, c'est le moment où on va tout simplement intégrer cela. Si bien qu'on a 12 signes, multipliés par 4 semaines, eh ben, on a notre almanach. C'est l'almanach du coopérant. Voilà, l'almanach, c'est vraiment ça. Et c'est fabuleux parce qu'on a une énergie par semaine. Regardez, en ce moment, on est en lune montante par rapport au Verseau. On est en train de se préparer aux Verseaux. La semaine prochaine, on contactera les énergies Verseau, puis on les distribuera, puis on les intégrera. Et sans le moindre jour de congé, aussitôt, on se prépare à recevoir les énergies Poissons. On les reçoit, on les diffuse, on les intègre, et on reçoit le Bélier, et voilà, et ainsi de suite. Et donc, on a un véritable almanach à notre disposition si on veut être en interrelation avec tout ce monde d'énergie. Et vous voyez, l'important, c'est véritablement de percevoir combien, finalement, à travers ça, on est véritablement dans un monde fabuleux, en interrelation aussi bien avec les humains, en interrelation avec les animaux, les végétaux, les minéraux, en interrelation avec l'âme, en interrelation avec toutes ces énergies qui passent à travers l'âme. Et c'est pour ça que dans ces conférences, bah, c'est une évidence qu'à chaque fois, bah, ça suit complètement ce monde-là. Je ne peux pas imaginer vous traiter un sujet sans être accompagné par l'inspiration de ce type d'énergie. Donc en ce moment, nous sommes dans les énergies Verseau, et comme les énergies Verseau, c'est le symbole des énergies de coopération, et d'amener ces idées et toutes ces énergies donc, au service de l'humanité, les deux mots-clés par rapport au Verseau, c'est coopération et service. Alors forcément, on évoque ça. Le mois prochain, avec les énergies Poissons, on nous parle beaucoup plus finalement de lâcher-prise, de mort. Alors nous parlerons de la mort. C'est un moment véritablement extraordinaire par rapport à ça. Et voyez-vous, quand nous-mêmes, nous voulons travailler à telle idée de la société, du monde, quand nous voulons encourager telle ou telle chose, bah c'est intéressant aussi de le faire en rapport avec cet almanach du coopérant. Et non pas n'importe quand. On peut le faire, hein, mais c'est tellement moins facile d'être à contre-courant que d'être plutôt dans l'interrelation avec tous. Et puis finalement, on va s'apercevoir que ça nous demande quelque chose vraiment de très grand. Si par exemple ici, vous voyez, je remets mes règnes, le règne des étoiles, le règne des planètes que je viens d'évoquer, le règne de l'âme. Bon. Là, je mets les humains. Et puis en dessous, je mets les animaux. Le règne animal, végétal, minéral. On sait que tout ça, c'est comme une gigantesque école. L'esprit est le même partout. Simplement, sa capacité de manifestation est très différente. L'esprit ne peut que se manifester très peu dans le minéral, un peu plus dans le végétal, un peu plus dans l'animal, un peu plus dans l'humain, etc. Mais finalement, l'esprit est le même partout. Et c'est comme si à chaque fois, dans chaque règne, c'était l'occasion pour chaque règne de développer de plus en plus sa conscience, d'apprendre des choses et de gagner progressivement l'unité globale. Mais nous, notre rôle au niveau de l'humain, qu'est-ce que c'est dans cette interrelation? Ben, ça va être intéressant à nouveau de refaire le processus. Finalement, nous, l'humain, entre les deux, c'est drôlement intéressant d'aller peut-être vers le monde de l'âme, vers le monde des planètes, vers le monde des étoiles, comme je viens de vous l'expliquer. Pourquoi faire? Bah pour s'en imprégner. Bon, d'accord, on s'en imprègne. Et alors? Bah alors, maintenant, direction les animaux, les végétaux et les minéraux, de manière à ce que ça s'intègre dans ces trois mondes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des animaux, des végétaux et des minéraux? Ah mais nous sommes venus sur Terre essentiellement par rapport à ces trois règnes. Minute là. Ne me dis pas que nous sommes venus sur Terre, qu'on s'embête, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on se tape un petit peu toutes ces difficultés, pour faire évoluer les cailloux, les carottes et les scarabées. Si. Bon. Eh oui, nous avons un rôle d'intermédiaire entre les deux. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle justement des cailloux, des carottes ou des scarabées, ce sont pour l'instant des consciences qui n'ont pas du tout le développement de la nôtre, mais qui auront la nôtre. Plus tard, beaucoup plus tard, peut-être même pas sur la Terre, mais les minéraux deviendront des végétaux, les végétaux deviendront des animaux, les animaux deviendront des humains, etc. Donc personne ne reste en conscience là où il est. Ce sont des corps d'emprunt, tout évolue. C'est une gigantesque école, et chaque règne est une classe de conscience. Et aucun enfant ne reste dans la même classe. Tous les ans, on change. Là, ce n'est pas tous les ans.
Donc finalement, il y a un changement complet. Et donc nous sommes là en tant qu'éducateurs, en tant qu'intermédiaires. Nous sommes là pour amener justement tous ces règnes-là à évoluer et à avancer. Mais comment on le fait? En allant chercher les éléments les plus essentiels et finalement en les amenant en bas. Et on voit ainsi que l'humain lui-même est un gigantesque processus d'interrelation. Et regardez, si je mets mes deux schémas l'un à côté de l'autre. Vous voyez, je fais deux schémas de cycle comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Qu'est-ce que vous découvrez? Le tore. Le fameux tore qui est la cellule fondamentale de circulation d'énergie que nous avons étudié l'année dernière à la conférence L'eau de Jouvence, pour ceux qui voudraient éventuellement y aller voir. Cette forme fondamentale qui existe aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand et qui est la circulation d'énergie elle-même. Et finalement, nous sommes complètement reliés à cela. Et on voit comment finalement dans cette interrelation qui doit exister entre tous ces éléments-là, combien nous sommes un élément fondamental et combien les cycles sont le moteur véritable de tout cela. Comment, à travers ça, eh bien, nous avons évidemment le rôle d'aller chercher de plus en plus les énergies du point de vue de l'âme, du point de vue du Verseau, par exemple, en ce moment, et puis de tout ramener en nous. Ça nous profite au passage, hein. Nous, humanité, puis ça ne s'arrête pas, puis ça se dépose à travers nos interrelations, à travers le minéral, le végétal et l'animal, et puis on remonte et on va rechercher ces énergies, et on rediffuse à travers nous et l'humanité, et ça dépose, et ainsi de suite. Et on est dans un gigantesque processus comme ça d'interrelation, et forcément de cycle, car tout est cycle dans l'univers, puisque tout est interrelation, tout est forcément cyclique, avec cette capacité du cycle à se charger d'une certaine qualité dans sa phase la plus haute et de l'amener ensuite en bas, donc dans sa phase la plus basse. Et c'est ainsi que tout se nourrit, tout se régénère et tout progresse. Pas par le combat, véritablement par une coopération et ce processus de cycle. Voilà l'essentiel de ces idées que je voulais vous donner ce soir. Ben, on pourrait peut-être méditer un peu dessus.